On est jeudi 11 janvier, bienvenue à vous dans ce bulletin d'information de la soirée. Voici les titres. Le président de la République a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration du centre de formation en hôtellerie et tourisme de la région d'Arta. Et réouverture également du pont d'Italie ce matin sous la présidence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Et Donald Trump n'exclut pas un retour dans l'accord de Paris. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition par cette annonce, un hommage rendu ce jeudi après-midi par le président de la République à la mémoire du défunt colonel-major Ali Diriye dit Ali Gab. Un hommage posthume à la mémoire du feu colonel-major Ali Diriye, communément appelé Ali Gab, un des officiers les plus connus de l'armée djiboutienne, est décédé cet après-midi même. Dans son hommage, le chef de l'État a salué la mémoire d'un patriote invétéré qui s'est toujours acquitté avec brio du devoir de la patrie. Feu Ali Gab restera à jamais dans nos esprits pour sa remarquable contribution au renforcement de notre unité et notre cohésion nationale, a dit le président Guelleh. Artiste, compositeur inégalable, il mit en permanence son talent d'orateur et de magicien de mots au service de la paix, de la stabilité et de la fraternité, a-t-il ajouté. Travailleur infatigable, il sut aussi donner le goût de la persévérance et du dépassement de soi à ses disciples, membres de la troupe artistique de notre armée qu'il dirigeait depuis plus de 20 ans, a par ailleurs souligné le chef de l'État, qui a formulé ses condoléances attristées à la famille, aux proches et amis du défunt. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a enfin souhaité le président Ismaël Omar Guelleh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité également, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui à Arta un centre de formation des métiers et du tourisme. Ce sont donc un complexe d'infrastructures économiques et de formation professionnelle. Alors, Ali, comment s'est déroulée cette cérémonie dans la belle région d'Arta? Eh bien, ce matin, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, ont été accueillis à tour de rôle à Arta par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement, le préfet de la région, le corps de l'armée et les apprenantes et apprenants considérés comme des travailleurs à part entière sous la conduite des professionnels du métier. L'hôtel adjoint d'une piscine allie toutes les gammes d'offres qui vont de simples chambres à des pièces prévues à héberger des familles entières en passant par des chambres doubles et des suites pour VIP. Ce centre intègre également des bungalows dont l'association avec l'air frais et doux d'Arta est à même de connecter les clients avec un idéal d'atmosphère et de climat. Quant à la partie de ce complexe dédié aux formations de métiers de l'hôtellerie et du tourisme, elle comprend entre autres des salles de classe aux finalités bien distinctes. Certaines de ces salles sont effectivement, Ahmad, prévues d'abriter les cours magistraux. D'autre part, sont spécifiquement aménagés en vue de parrainer les cours pratiques et techniques, infrastructures scolaires, techniques, certes. Le nouvel centre de formation prévoit toutefois une large place à la notion importante de culture générale. Une bibliothèque est effectivement de nature à aiguiser la curiosité intellectuelle des élèves. La cuisine moderne de ce centre et le restaurant situé dans la même enceinte confèrent enfin un établissement tous les attributs propices à un environnement scolaire de qualité. Avec le nouveau centre de formation d'Arta, fini les déperditions scolaires et les échecs classiques liés à la précarité, notamment l'échec des élèves issus des localités voisines d'Arta qui étaient autrefois obligés d'être une charge supplémentaire à des parents souvent lointains. Eh bien, pour vous dire, l'inauguration de ce nouveau centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme d'Arta s'inscrit dans le droit fil de la politique du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, précisément dans sa démarche visant à combattre le chômage, notamment celui des jeunes, par le biais de la mise en service d'une série d'infrastructures scolaires et techniques censées octroyer des formations professionnelles et rapides.
le choix donc d'ouvrir un centre d'apprentissage des métiers du tourisme et de l'hôtellerie à Arta est par ailleurs, Ahmad, loin d'être fortuit. Celle-ci s'explique par le fait que cette région bourgade touristique au relief et climat doux est appelée donc dans le cadre de la constitution des pôles régionaux de développement à se doter d'un capital humain hautement formé dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Merci Ali donc pour toutes ces précisions. Par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, ont effectué une visite guidée des différents locaux de ce complexe intégré. Ce centre donc propose une formation continue en direction des entreprises du secteur de l'hôtellerie et du tourisme pour le recyclage et l'actualisation des compétences de leur personnel. Par ailleurs, donc, le centre est compétent pour la réalisation des prestations pour une clientèle extérieure dans un espace d'application, notamment en cuisine, restauration, chambre et animation touristique. À ces missions donc s'ajoutent des attributions liées à la gestion des activités donc centrées sur la réalisation, l'évaluation et la certification des apprentissages. Il s'agit également du développement ou de la révision du projet d'établissement conformément aux orientations fixées par la hiérarchie centrale. Le centre propose différents types de chambres climatisées, individuelles, collectives, bungalows ou encore studios pour un large public, une grande piscine, un terrain de mini-golf, un espace de jeu pour les enfants, une salle de fitness pour les adultes, un service de nettoyage, notamment une buanderie. Des activités donc d'animation touristique sont offertes également aux pensionnaires durant leur séjour, puisque les clients peuvent profiter des journées récréatives et sportives, des soirées à thème, des spectacles, des excursions guidées sur des sites touristiques du pays. Et durant sa visite donc du centre, le président de la République, donc accompagné des membres donc des cadres du département de l'éducation nationale et des responsables de l'hôtel donc d'Arta, a visité donc les différents locaux que compose ce centre touristique et a bien sûr reçu les explications nécessaires sur le fonctionnement ou encore l'organisation de ce centre.
Et une fois la visite donc terminée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh donc a suivi une projection concernant le complexe lui-même en 3D en compagnie donc des membres du gouvernement et des sages de la région. Pris part donc à cette présentation les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, les hautes autorités donc de la région d'Arta et les responsables du centre donc d'hôtellerie donc et ce centre touristique. Et dans son intervention, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souligné que l'inauguration de ce nouveau centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement djiboutien, précisément dans sa démarche visant à combattre le chômage, notamment celui des jeunes, par le biais de la mise en service d'une série d'infrastructures scolaires et techniques censées octroyer des formations professionnelles rapides. On écoute le chef de l'État. J'ai un peu quelques remarques à faire. Pour la formation, n'est-ce pas? Nous aurons besoin d'animateurs ou d'animatrices, n'est-ce pas, qui s'occupent de l'animation de l'ensemble du dispositif. Ensuite, les techniciens dans différents domaines capables de répondre à toutes les sollicitations de la clientèle. Il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de réparer, même la nuit, n'est-ce pas, s'il y a des toilettes qui ont des problèmes, s'il y a l'audiovisuel qui a des problèmes, s'il y a la climatisation, ou je ne sais pas. Donc, des gens multidisciplines et qui savent se débrouiller pour polyvalent. Il manque une infirmerie aussi, monsieur le ministre. Hein? Il faut qu'il y ait une infirmerie dans le centre qui puisse assurer la sécurité aussi. Si vous faites appel à une société privée ou faire appel à l'autorité publique pour assurer la sécurité ou alors rassurer les gens, n'est-ce pas, qui vont venir ici et qui seront des touristes, n'est-ce pas. Ensuite, nommer quelqu'un qui puisse faire le contrôle général et qui puisse passer de temps en temps qui dépend de votre ministère, n'est-ce pas, qui doit rendre compte et vous faire des rapports périodiques en ce qui concerne la bonne marche de j'espère que vous avez fait assez d'études pour pouvoir mesurer la gestion et la comptabilité du centre pour qu'il puisse arriver à s'autofinancer et à assurer une autonomie. Si les premières années, ils auront besoin de votre appui, mais ensuite il va falloir, en tout cas c'est une perle là, que vous avez ici. Il faut les langues étrangères, il faut absolument une formation professionnelle. Et à l'issue de la cérémonie, donc, notre équipe de reportage a recueilli les réactions et sentiments des participants. Centre sectoriel de formation professionnelle au métier de l'hôtellerie et du tourisme.
est un complexe qui est composé d'un centre de formation pour les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, mais aussi d'un hôtel-restaurant d'application qui est ouvert au public. Mais vu les besoins qui existent sur le secteur du marché du travail et le fait que le secteur de l'hôtellerie et du tourisme est un secteur porteur pour le développement de l'économie, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh a mis tout l'effort sur la formation professionnelle et surtout dans les secteurs prioritaires. Donc, à partir de là, on a décidé que ce centre devient un lieu où seront formés les futurs employés, les futurs responsables des hôtels et des restaurants et ainsi que du secteur du tourisme. Toujours en nouvelle nationale, sous la présidence de M. Mohamed Ali Houmed, la 5e séance de la 2e session ordinaire de l'année 2018 de l'Assemblée nationale s'est tenue ce jeudi dans les arcanes du Parlement. Cette séance qui a vu la participation du Premier ministre Abdelghadel Kamil, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires a vu pour ordre du jour l'examen d'un projet de loi, en l'occurrence le projet de loi modifiant la loi instituant le système dans les fonctions électives et dans l'administration. Après l'ouverture de la séance par le président de l'Assemblée nationale, la vice-présidente de la commission de loi, la députée Hasna Ahmed Belil, a présenté le rapport verbal de la commission permanente de la législation et de l'administration générale. Dans son intervention, la vice-présidente a expliqué que la réforme du gouvernement tend à reconforter et rehausser la représentativité du nombre des femmes élues à l'Assemblée nationale et dans les fonctions exécutives de l'État. Dans la même lancée, la députée a indiqué que la grande majorité des parlementaires et l'ensemble des membres du gouvernement se sont accordés sur la portée historique d'une telle initiative dont l'artisan principal n'est autre que le président de la République qui n'a cessé d'œuvrer pour l'instauration de la parité tant au sein du Parlement que dans les sphères décisionnelles. Après les multiples interventions des membres du gouvernement et des parlementaires du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale a affirmé dans son discours de clôture que l'ensemble des parlementaires et le peuple djiboutien doivent saluer l'initiative du président de la République et de son gouvernement pour avoir initié ce projet de loi visant à valoriser et favoriser la parité au sein de la représentation nationale. En effet, il est difficile d'édifier une société démocratique sans réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes. Le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités devrait pouvoir s'appliquer désormais petit à petit dans tous les secteurs de la vie sociale et politique. Ces progrès de la représentation des femmes témoignent incontestablement d'une avancée démocratique. Fréquemment, les opposants d'hier à l'application de règles contraignantes pour garantir la place des femmes en politique doivent convenir aujourd'hui que sans de telles mesures et une volonté du président de la République, la situation n'aurait pas évolué. Le Premier ministre Abdelghadel Kamil Mohamed a présidé ce jeudi la cérémonie de réouverture du pont d'Italie. Cette cérémonie a vu la participation du ministre de l'Équipement et des Transports, de plusieurs membres du gouvernement, de la maire de la ville de Djibouti ainsi que de nombreux parlementaires. Près de 10 mois que le pont a été fermé à toute circulation pour des raisons de sécurité et des travaux de réhabilitation, et cette réouverture va permettre à nouveau d'améliorer les conditions de transport de la population de Balbala et des environs de Djibouti. Lors de son allocution, le Premier ministre a indiqué que la population va pouvoir de nouveau se déplacer en toute sécurité et va réduire le temps de leur déplacement. C'est un grand soulagement pour toutes ces familles et les usagers du pont d'Italie, a-t-il ajouté. Et enfin, le Premier ministre a souligné qu'il n'y aura plus de coupure de circulation ni d'accident des franchissements de l'Oued d'Ambouli et que la liaison permanente entre le centre-ville de la capitale et ses quartiers périphériques vont être de nouveau rétablis en toute sécurité. Et je vous propose à présent de suivre un extrait de l'interview du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelghadel Moussa, qui est revenu sur l'importance de ce pont pour les habitants de la capitale. Nous avons ce matin ouvert le pont d'Ambouli, qui a été fermé après le mois d'avril, depuis le mois d'avril, pour les travaux de rénovation. Ce pont a été construit il y a plus de 25 ans, comme vous le savez. Et il était temps de faire cette rénovation et cette lifting, si on peut l'appeler comme ça. Donc c'est fini les déviations, c'est fini l'embouteillage. Pour cette nouvelle année 2018, nous avons voulu faire un cadeau pour la population de Balbala et pour toute la République de Djibouti. Et nous l'avons ouvert ce matin, il est ouvert pour les usagers et le pont est aujourd'hui ouvert officiellement.
Et de son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamil a félicité tous ceux qui ont participé à la rénovation du pont qui va permettre à l'ensemble de la population de se déplacer en toute sécurité et aussi de fluidifier la circulation urbaine. On l'écoute. Depuis déjà un certain temps, ce pont était en réparation. Et comme vous le savez, ça fait déjà plus de 28 ans qu'il est en fonctionnement. Et à l'époque, quand on l'avait conçu, il n'y avait pas ces poids lourds et les véhicules qui transportent les marchandises en direction de l'Éthiopie. Il était conçu pour les véhicules de l'époque. Entre-temps, effectivement, il y a eu donc beaucoup de marchandises pour le bien du peuple djiboutien et éthiopien. Il y a eu beaucoup de véhicules, donc de poids lourds qui sont passés par là. Ça a duré de vie était de 32 ans et est devenu maintenant 28 ans. Donc il était temps de réparer. Mais il ne faut pas croire que c'est le seul pont. Compte tenu quand même du développement du pays, il y a lieu aussi de savoir que de l'autre côté, Nagad, il y aura aussi un pont. Nagad, c'est Agadere, c'est derrière l'école de police. Et aussi du côté de Palméré aussi, il devrait y avoir aussi un autre pont. Mais tout ça, je vous dis, parce que nous sommes inéluctablement dirigés vers le développement de ce pays. Et il y aura beaucoup de véhicules, beaucoup de marchandises qui doivent donc passer par la route, par ce pont-là aussi, en direction des pays de Comesa. Et dans ces conditions, nous devons donc préparer toutes les infrastructures qu'il le faut et non pas être interrompus par les oueds quand elles coulent et ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle ce pont a été réparé vraiment très rapidement, puisque ça n'a pas duré longtemps quand même, depuis qu'on avait interrompu. Et aujourd'hui, voilà, ce pont est ouvert pour le bien de la population de Djibouti et de Balbala. Merci. Merci à vous. Et notre équipe sur place a également pu recueillir les réactions des participants à cette cérémonie. C'est une très heureuse journée aujourd'hui parce que tout le temps on fait le tour et je suis très content qu'elle soit ouverte. Je remercie le président de la République et le ministre des Transports pour tous ces travaux qu'ils ont effectués. Et pour marquer donc l'inauguration de ce pont tant attendu par les Djiboutiens, le chef de l'État donc Ismaël Omar Guelleh a été l'un des premiers à emprunter ce pont donc réhabilité après avoir présidé ce matin donc la cérémonie d'inauguration d'un centre sectoriel de formation en hôtellerie et tourisme d'Arta. Le passage donc du numéro 1 djiboutien sur le pont a été très apprécié et applaudi par les riverains. Toujours en nouvelle nationale, après la réouverture du pont d'Italie, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a présidé la cérémonie de lancement des opérations commerciales du chemin de fer Lyon, la capitale djiboutienne, à Addis Abeba. La cérémonie donc a vu la participation des autorités éthiopiennes, dont le ministre des Transports Ahmed Shide, de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti Adebo Filamo, des principales autorités djiboutiennes et des responsables de la société chinoise. La nouvelle donc ligne ferroviaire destinée aux passagers va améliorer les échanges entre Djibouti et l'Éthiopie et va renforcer l'intégration bien avancée entre les deux pays. La ligne de chemin de fer est opérationnelle après 4 années de travaux. Elle va réduire la durée de circulation entre les deux capitales. Première ligne ferroviaire électrique transfrontalière d'Afrique, le projet a été réalisé par la société chinoise China Civil Engineering Construction Corporation. Il constitue donc une nouvelle étape aussi dans la coopération sino-africaine. Cette nouvelle ligne ferroviaire va sans aucun doute booster l'économie de la région et favoriser les échanges entre Djibouti et l'Éthiopie. Rappelons enfin que cette nouvelle ligne ferroviaire électrique Djibouti-Addis Abeba est le fruit de la vision politique de 2 hommes. Il s'agit du président de la République Ismaël Omar Guelleh et du défunt Premier ministre éthiopien Meles Zenawi. Et dans son intervention, le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué que ce projet permettra de renforcer les liens économiques et humains entre Djibouti et l'Éthiopie et contribuera aussi aux efforts de développement des deux pays. Suivant ses propos.
et qui marque le lancement officiel du trafic de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Éthiopie. Un siècle après la mise en service de la première ligne ferroviaire entre les deux pays et plus d'une décennie après son interruption totale, le retour de la circulation des trains est un événement dont la portée historique n'échappe à personne. La réalisation de cette nouvelle ligne ferroviaire électrique de 750 km entre Djibouti et Éthiopie témoigne de la qualité de leadership des deux pays. Elle consacre en effet la vision économique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et l'effet Premier ministre Meles Zenawi. Vision poursuivie par son successeur, le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. La mise en œuvre du projet de chemin de fer moderne entre les deux pays constitue le point d'orgue de la stratégie de développement basée sur l'intégration économique au niveau régional et le développement des infrastructures. Le chemin de fer est le maillon fondamental de cette stratégie, complémentaire au corridor routier, prolongement naturel et indispensable aux infrastructures portuaires. Avec cette nouvelle liaison électrique, le rail est appelé à recouvrer rapidement les rôles économiques prépondérants. Une nouvelle page s'ouvre dans le domaine des transports, particulièrement dans le domaine du transport de marchandises. Les transports de marchandises sur une longue distance à grande échelle et en temps réduit dessinent une accélération des échanges. Et des réactions et des impressions ont été par la suite recueillies par notre équipe de reportage. Comme vous venez d'assister, aujourd'hui c'était la cérémonie du commencement des opérations commerciales de la nouvelle ligne Djibouti à Addis Abeba. Vous savez qu'il y a quelques temps, officiellement, la ligne a été inaugurée par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. À partir de là, il y a une phase qui s'appelle la phase des tests de trains qui ont commencé pendant 4 mois, suivi d'une période d'évaluation sur la sécurité ferroviaire et ensuite suivi également par la réception officielle des infrastructures, des matériels roulants, du volet électrification, etc. Donc aujourd'hui on arrive les jours J où les deux ministres des Transports, son Excellence Mohamed Abdelkader Moussa et son Excellence Ahmed Chidé, ont officiellement également lancé la phase des opérations commerciales. Comme on l'a dit et répété plusieurs fois, cette nouvelle ligne de chemin de fer sera connectée aux différents ports terminaux de Djibouti. Il a une capacité de 4 millions de tonnes par an. Il va transporter également des millions de passagers par an. C'est quelque chose qui est considérable. C'est quelque chose qui sera année en année, qui peut également être augmenté. Donc c'est bien la concrétisation de l'intégration régionale entre Djibouti et l'Éthiopie. C'est la renaissance du rail. C'est, si vous voulez, c'est l'année du rail, c'est l'année du train. Et également, j'en profite à cette occasion pour souhaiter meilleurs vœux aux deux peuples, aux deux leaders politiques et à tous les Djiboutiens et Éthiopiens qui sont unis dans cet cordon ombilical qui est la nouvelle ligne de chemin de fer. Dans l'actualité nationale, toujours, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a présidé hier dans son cabinet la signature d'un protocole d'entente entre la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti et la société française Rubis Terminal. En effet, les directeurs généraux des deux sociétés, subventionnés respectivement Dabar Adaoui Ladiye et François Terrassin, ont conclu cet accord qui jette les bases du partenariat entre la SIHD et Rubis Terminal en vue de la mise en place d'un nouveau terminal de stockage multiproduit dans la zone de Damerjog, futur pôle industriel de la République de Djibouti. Les deux parties se sont félicitées de la signature de cet accord et ont fait part de leur détermination à concrétiser ce projet dans les plus brefs délais en vue de la situation actuelle que connaît notre pays dans le stockage des produits d'usage courant, qu'il s'agisse de carburant, de produits chimiques ou autres. Cette situation, pour le moins tendue, entraîne des difficultés d'approvisionnement en produits énergétiques non seulement à Djibouti mais également dans les pays
pays limitrophes tels que l'Éthiopie ou la Somalie. Le ministre de l'Énergie s'est dit confiant de l'aboutissement de ce projet et souligné que ce partenariat bénéficiera à l'appui donc sans faille du gouvernement afin de permettre de résoudre de façon pérenne le manque de capacité de stockage sur notre territoire. Il a également exhorté les deux parties à œuvrer ensemble dans le respect et la transparence pour finaliser les accords définitifs sur une base gagnant-gagnant et pouvoir ainsi entamer la mise en œuvre du projet le plus rapidement possible. À l'issue de cette signature, le ministre de l'Énergie et ses hôtes de marque ont rendu une visite de courtoisie au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Les hauts responsables de Rubis Terminal ont rappelé la forte volonté du groupe français à s'installer durablement à Djibouti et investir dans des projets d'infrastructures énergétiques et ainsi participer au développement de notre pays aux potentialités énormes. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, les préparatifs des élections législatives prévues pour le 23 février prochain se poursuivent. À cet effet, le service des élections de la préfecture de Djibouti a commencé donc depuis plusieurs jours les opérations d'impression des cartes d'électeurs qui compte environ 125 689 cartes. Ces opérations sont menées sous la supervision du préfet de Djibouti, Ousmane Bilé, et pour leur part, les sous-préfets des 6 arrondissements de la capitale et 2 adjoints du préfet de Djibouti signent ces cartes avant de les distribuer aux électeurs. Les électeurs inscrits préalablement sur les listes électorales telles qu'elles ont été arrêtées le 30 septembre dernier sont appelés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Ousmane Bilé a fait une déclaration donc à la télévision nationale et a souligné que les préparatifs étaient en cours comme prévu pour les prochaines élections législatives. Il a également souligné que les cartes d'électeurs seront livrées après impression et signature des 6 arrondissements de la capitale pour être distribuées aux électeurs qui voteront dans les 296 bureaux de vote de la ville de Djibouti. Ils vont être acheminés avant 30 jours au bureau. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Hussein Aoulet. Bonsoir Hussein. Donc nous allons parler climat dans un premier temps. Le président américain Donald Trump a déclaré donc hier que les États-Unis pourraient revenir dans l'accord de Paris sur le climat s'ils étaient traités plus équitablement. Donald Trump avait annoncé leur retrait en juin 2017. Hussein. Effectivement, donc nous pourrions envisager d'y retourner. Donald Trump a déclaré donc hier que les États-Unis pourraient donc réintégrer l'accord de Paris sur les climats s'ils étaient traités plus équitablement. Honnêtement, il s'agit d'un accord avec lequel je n'ai aucun problème. Mais j'avais un problème avec l'accord qu'ils avaient signé parce que, comme toujours, ils avaient conclu un mauvais accord. Donc nous pourrions envisager d'y retourner. C'est qu'a affirmé donc le président américain lors d'une conférence de presse commune avec la première ministre norvégienne Erna Solberg. Conformément à ses promesses et des campagnes, le président américain Donald Trump avait annoncé en juin 2017 qu'il s'est retiré de l'accord de Paris visant à contenir donc le réchauffement climatique conclu en décembre 2015 dans le cadre de la COP 21. Il avait alors expliqué que les conditions donc économiques et financières de cet accord étaient draconiennes et que les retraits des États-Unis représentaient donc une réaffirmation de la souveraineté donc américaine. Et direction l'Asie du Sud-Est, les Rohingyas, donc l'armée birmane fait un premier pas, Hussein, pour reconnaître sa responsabilité. Après des mois de dénégation, l'armée birmane a reconnu que des soldats avaient pris part à un massacre de musulmans Rohingyas. Un premier aveu qui ne serait que la partie émergée de l'iceberg selon Amnesty International. Effectivement, donc les Nations Unies et les ONG évoquent donc une opération ethnique et des éléments de génocide à l'encontre de ces musulmans vivant dans l'ouest de la Birmanie. Nombre de 650 000 musulmans Rohingyas qui se sont réfugiés au Bangladesh depuis août 2017 pour fuir donc l'opération militaire. Depuis des mois, l'armée et de son silage et le gouvernement civil dans Saksu qui requise toutes les accusations. Mais tout a basculé hier, mercredi. L'armée décrit donc pour la première fois les victimes comme des Bengalis, terme péjoratif désignant les Rohingyas en Birmanie où ils sont donc considérés comme des immigrés illégaux du Bangladesh voisin. Ahmed. Merci Hussein pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Nous vous souhaitons un excellent week-end sur Télé Djibouti.